Et- Ok, donc c'est parti pour l'enregistrement. Et Marc, Ok, tu nous dis dès que c'est bon pour toi. ok, c'est bon pour moi. Du coup, tu as coupé tous les micros Ouais, par je m'en défaut? charge. Vas-y, vas-y. Ok, donc bonsoir à tous. Je me présente donc Marc Boutout, INSA Lyon Biochimie 95, donc président d'INSA GR, la structure qui fédère et anime les 23 groupes régionaux des ingénieurs INSA en métropole et dans les dom-tom, et qui gère aussi les représentations à l'international. Cette structure fédère en région les ingénieurs diplômés des INSA de Lyon, Rennes, Rouen, Toulouse et Centre-Val de Loire, mais nos activités sont également ouvertes aux diplômés de Strasbourg et des Hauts-de-France, puisque maintenant il y a un MINSA dans les Hauts-de-France. Durant la période de pandémie en 2021, qui était non propice à l'organisation d'activités en présentiel, nous avions décidé d'organiser un cycle de conférences ou de visites virtuelles d'entreprises en distanciel proposées à l'ensemble des groupes régionaux INSA. Nous avons décidé de continuer ce cycle de conférences depuis, mais avec une fréquence réduite à seulement deux, trois conférences par an, puisque tous les groupes régionaux ont repris désormais des activités depuis déjà un bon moment. Donc, merci d'avoir répondu aussi nombreux. Voilà, nous sommes déjà 243 personnes connectées et normalement, on devait être 500 et quelques inscrits. Donc, comme d'hab, on perd la moitié des gens. Donc, merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation pour cette 21e conférence InterGR. Un grand merci donc aussi aux autres membres de l'équipe organisatrice, donc notamment Jean-Pierre Bonmartin qui faisait un énorme travail pour la recherche de conférenciers, la planification de ces conférences et la préparation des messages d'annonce. Franck Christian qui anime et modère les visioconférences, comme il le fait ce soir. Et Sophie Mahé pour la préparation des présentations personnelles des conférenciers. Donc, je vais maintenant justement passer la parole à Sophie, présidente du GR Provence, qui va nous présenter Alain Langui, notre conférencier de ce soir et qui est issu de ce GR Provence. À toi, Sophie. Merci Marc. Alors Alain Languille, INSA Lyon Génie Physique 66 et docteur S Sciences en diffusion dans les solides, est membre du groupe régional Provence que je préside. Sa carrière a été entièrement dévolue au combustible nucléaire de tout type et il est reconnu expert senior international dans ce domaine. Pour Alain, originaire d'un petit village du Loiret, l'INSA a été un véritable tremplin. Ce sont ses mots. En 73, au terme de ces 4 années de cette jeune école, puis de 5 années de recherche fondamentale, Alain intègre le CEA à Fontenay-aux-Roses. Pendant les 2 ans qui suivent, il a la chance d'effectuer un tour des centres, Saclay, Grenoble et Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. Tout ça pour découvrir cet univers et choisir ce qui lui plaît le plus. Affecté à Cadarache, il s'occupe des examens non destructifs et destructifs des combustibles irradiés, puis il est responsable du groupe d'irradiation dans les réacteurs expérimentaux, qui servent à plein de choses. Si vous lui posez les questions, il vous répondra. Et enfin, il travaille sur la conception et la sûreté des éléments combustibles. Au titre d'expert international senior, il est très impliqué dans les collaborations avec l'étranger, en Europe, notamment dans un groupe de travail d'un réacteur rapide européen, EFR en anglais, et à l'international, Japon, Russie, États-Unis. Il a travaillé sur tous les types de réacteurs et toutes les générations, la 4e aujourd'hui, et aussi sur les réacteurs de propulsion nucléaire. Bien que retraité depuis 20 ans, Alain s'implique toujours dans le fonctionnement de la SFEN, une société française savante d'information sur les connaissances en matière d'énergie nucléaire. Il donne des cours dans la région sud, Provence-Côte d'Azur et Alpes, et comme tuteur universitaire, il suit également de jeunes étudiants en alternance dans les entreprises. Ce soir, Alain vient nous présenter l'avenir du nucléaire en France et en quoi les petits réacteurs modulaires nucléaires, les SMR en anglais, sont un des atouts de la transition énergétique. Voilà, à toi Alain. Voilà, tu vas pouvoir partager ton écran? Je partage mon écran, oui. Exactement. Vas-y. Et moi, je cesse de partager de mon côté. C'est à toi. Euh,
Là, est-ce que vous voyez? Pas encore, ça arrive. Là, j'ai plus rien, moi. Ça va arriver. Vous voyez ma diapo? Non. Non, pas pour l'instant. Alors, attends. Je reviens en arrière. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression que partager l'écran, c'est bien bon. Écoute, tu fais des centrales nucléaires, tu devrais être capable de partager un écran. Je t'assure, on a confiance. Non, mais partage écran, Ça va venir. l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je sais pas, ok, je mets. Donc, du coup, Alors, Est-ce que tu vois un onglet qui s'appelle partage d'écran? Tu vois? ouais, oui, mais toi, par partager contre, Franck, l'écran, il est vert. il faut que dans partage d'écran, Franck, il faut que tu mettes Vas-y. plusieurs participants peuvent partager. D'accord, c'est fait. Ah, voilà, Voilà. ça y est. D'accord, c'est bon. Je vais pouvoir. C'est Vas-y. bon, c'est bon, On c'est est bon. Je parti. pense que je vais pouvoir. Voilà, ça vient. C'est Voilà. parti. Nickel. Ok. Non, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas Mode la main là. présentation. Ok. Bon, est-ce que vous voyez ma diapo? Parfait. Bonne Ouais. chance. Merci. Donc, Tu tombais sur bonsoir la à première, toutes et à Alain? tous. Et ben, je vais essayer en moins d'une heure, parce que je voudrais quand même réserver beaucoup de temps pour les questions. Je vais essayer de vous brosser d'abord vous situer un petit peu le contexte économique et géopolitique dans lequel on est, puis vous parler quand même du parc existant, parce qu'il va encore fonctionner, notre parc nucléaire va fonctionner encore un certain temps, vous allez le voir. Et je vais quand même rentrer dans le vif du sujet avec les développements en cours et le nouveau nucléaire. Donc, ça va être donc tous les projets EDF en cours. Dans un quatrième volet, je voudrais vous parler élargir un peu le débat à la R&D nucléaire et aux réacteurs de quatrième génération. Et là, j'aborderai bien sûr tous les petits réacteurs innovants, hein, qui est un sujet à l'ordre du jour, comme tout le monde le sait. Et je ne peux pas vous faire cette conférence sans vous aborder le cinquième volet. Je voudrais vous faire sentir un peu du doigt la notion de nucléaire durable, et qui est vraiment une notion très, très, très importante. Puis je terminerai par quelques mots de conclusion. Donc, j'attaque directement par le contexte. Alors d'abord, j'attaque par le contexte d'abord au niveau national. Nous avons eu en France le leadership jusqu'à la fin du XXe siècle, hein. L'industrie nucléaire se portait très bien. On avait construit tout un parc de réacteurs de manière satisfaisante, et ce parc fonctionnait correctement. Et puis, à partir des années 2000, il y a eu une longue période de désinformation nucléaire de la part des médias, de la part des politiques. Et il a fallu attendre le 10 février 2022, c'est-à-dire le discours de notre président de la République de Belfort, pour voir poindre la relance du nucléaire en France. Là, il a annoncé la fin de la limitation des 50% de nucléaire dans le mix électrique. Il a fait déjà un projet, il a parlé d'un projet de loi pour l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations. Donc, vous voyez que déjà, en 2022, on avait déjà brossé un peu la relance du nucléaire. Euh, il y a, je vous parlerai de l'Arenh, mais le gouvernement et EDF se sont déjà mis d'accord sur un prix moyen d'électricité, c'est quand même le nerf de la guerre, de 70 euros par mégawattheure après les années, à partir de 2026. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant le marché de l'électricité et le mode de financement des réacteurs nucléaires, eh bien, on va certainement s'orienter vers le moyen des contrats sur différence qu'on appelle les CFD, Contract for Difference. Ça devrait faciliter en principe la construction des nouveaux réacteurs.
Et puis, bon, il y a de nombreux organismes, la délégation interministérielle du nouveau nucléaire, le Conseil de politique nucléaire, tout cela, s'est réuni et je vous passe les détails. Le plus important est la sortie des projets de rapport SNBC3 et PPE3. Alors, SNBC3, c'est pour la stratégie nationale bas carbone, et la PPE3, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cela, ça vient de sortir début de ce mois. Donc, c'est vraiment très important, puisqu'on a remis on a remis sur les rails le nucléaire dans ces projets récents. Au niveau européen, il faut voir que l'Arenh, qui est l'accès régulé de l'électricité du nucléaire historique, permet à des fournisseurs d'énergie d'acheter jusqu'à 100 TWh à un prix fixe qui défie toute concurrence, le prix de 42 € par mégawattheure. Et cela va durer jusqu'à fin 2025. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ces fournisseurs d'énergie, en fait, ne produisent pas d'énergie eux-mêmes. Ils ne font qu'acheter de l'énergie, de l'électricité à EDF. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Un point important également au niveau européen, c'est l'introduction du nucléaire dans la taxonomie européenne. Ça a été fait entre 2022 et 2023. C'est très important parce qu'on commence à reconnaître donc le nucléaire comme une énergie bas carbone au niveau européen. Plus récemment, en mai 2023, il y a eu, là, on a senti que le nucléaire repartait également au niveau européen, puisqu'il y a eu de l'Alliance européenne qui a été signée par 15 pays européens, et dans lequel on propose d'augmenter la contribution du nucléaire de 100 gigawatts aujourd'hui à 150 gigawatts à l'horizon 2050. Enfin, toujours au niveau européen, encore plus récemment, au mois de février 2024, on a un lancement de l'Alliance industrielle européenne sur les petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR. Et là, un plan d'action stratégique est en cours de mise en place. Enfin, je voudrais quand même parler un petit peu au niveau mondial, très peu, mais il faut quand même être conscient qu'à la dernière COP28 à Dubaï, eh bien, on a parlé d'un triplement du nucléaire mondial à l'horizon 2050. Donc, alors que jusqu'à maintenant, dans les COP précédentes, on n'avait jamais parlé de nucléaire. On omettait, le nucléaire était quasiment banni. Donc, vous voyez que là, il y a eu également un grand pas de franchi. Je voudrais terminer ce volet contexte en soulignant personne ne sera surpris, on est dans une période de grande crise. On a passé la crise Covid, mais actuellement, on est en période de guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, et cela entraîne bien sûr des tensions très importantes de certaines ressources. Alors évidemment, vous savez bien que le gaz, par exemple, avec la Russie, pour les Allemands, c'est catastrophique, mais dans un avenir proche, on pourrait très bien avoir un problème similaire avec l'uranium ou d'autres ressources. Juste pour terminer sur ce premier volet, là, au niveau transition énergétique, bon, je me suis basé sur la source RTE, et on voit que pour les prévisions 2050 en énergie consommée, bien, il va falloir déjà faire de sérieuses économies d'énergie, puisqu'il faudrait réduire de près de 50% l'énergie consommée au total.
Bon, le deuxième point qui est à souligner dans cette transition énergétique pour la France, eh bien, on va avoir une quasi-disparition. On souhaite qu'il y ait une quasi-disparition des énergies fossiles. Donc, on va réduire drastiquement l'utilisation des énergies fossiles. Et par contre, augmenter, bien sûr, les autres types d'énergie, énergie renouvelable et nucléaire. Vous voyez que le nucléaire devrait, déjà pour RTE, devrait pratiquement doubler. On passe de 27% à 56%. Donc là, c'est vraiment une progression très, très importante déjà. Je vais passer au deuxième volet maintenant de ma présentation qui consiste à vous donner un petit peu l'état de notre parc nucléaire actuel. Alors, tout de suite, voilà, le parc nucléaire actuel, c'est un parc qui produit 61,4 gigawatts électriques. C'est 56 réacteurs qui sont répartis sur 18 sites français, en France. On a la chance d'avoir un parc qui est très homogène avec 3 séries standardisées de réacteurs à eau pressurisée, des 932 réacteurs de 900 MW électriques, 20 réacteurs 1300 MW électriques et 4 réacteurs de 1450 MW électriques. On voit, alors, je vous parlerai très peu de l'EPR qui est en phase de démarrage à Flamanville 3. Et il est en phase de démarrage, je vous dis tout de suite où il en est. On est en phase de montée en puissance et on est autour de 20% de la puissance nominale. Alors, ce qui est intéressant à savoir, et ce que souvent les gens ne connaissent pas, c'est que l'âge moyen de notre parc nucléaire est de 38 ans. Maintenant, il frise plutôt les 39 ans, j'ai l'impression. Il n'y a pas de durée de fonctionnement affichée par l'exploitant. C'est l'autorité de sûreté, je vais vous en parler juste après, c'est l'autorité de sûreté qui délivre les autorisations de fonctionnement tous les 10 ans. Alors, il y a actuellement en cours un programme qui s'appelle le programme Grand Carénage et son objectif est justement d'essayer de prolonger au maximum la durée de fonctionnement de ce parc nucléaire existant. Pour cela, dans ce programme Grand Carénage, EDF a mis une enveloppe d'investissement de 50 milliards d'euros, 50 milliards d'euros, et ça sur la période 2014, donc c'est en gros, ça va certainement se poursuivre jusqu'en 2025-2026. Donc vous voyez que c'est une enveloppe très importante. Mais il faut savoir que c'est quand même très intéressant au niveau pour EDF, pour l'exploitant, parce que quand on fait des réparations sur un parc existant, on a un coût du mégawattheure qui est de l'ordre de 55 € par mégawattheure, alors que si on construit du nouveau nucléaire, on va avoir un coût de construction qui va être de l'ordre de 70 à 100 € par mégawattheure. Donc vous voyez que c'est donc très intéressant d'essayer de faire durer au maximum le parc existant. Aujourd'hui, enfin en projet, on donne une durée de fonctionnement de 40 ans, mais qui ne correspond à rien de vraiment précis au niveau technique. C'est-à-dire, c'est pas une usure d'un matériel, de la cuve ou de quoi que ce soit. C'est 40 ans, c'est une durée projet. Encore une fois, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui donne l'autorisation de fonctionnement d'un réacteur, et cela tous les 10 ans. On appelle ça donc des visites décennales, donc précédées par des réexamens périodiques. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important pour tout le monde, c'est que
pardon, les VD4, les visites décennales 4, c'est-à-dire celles qui vont prolonger la durée de fonctionnement de 40 ans à 50 ans, s'accompagnent de modifications quand même assez importantes parce que l'autorité de sûreté demande de se rapprocher, donc pour ces VD4 seulement, d'un niveau de sûreté qui se rapproche des réacteurs de la dernière génération, c'est-à-dire en gros un niveau de sûreté de la génération 3, de réacteurs de la génération 3, donc en gros type EPR. Donc vous voyez qu'on demande à des réacteurs qui ont été construits entre 70 et 90 en gros, d'avoir un niveau de sûreté qui soit à peu près et qui se rapproche très très près de celui d'un EPR neuf qu'on pourrait construire aujourd'hui. C'est une contrainte vraiment très importante. Alors il faut savoir qu'au niveau international, par exemple les Anglais, ils ont déjà 93 réacteurs sur 100 qui sont autorisés à fonctionner jusqu'à 60 ans et 8 sont d'ores et déjà autorisés à fonctionner jusqu'à 80 ans. Donc vous voyez que aux États-Unis, on se rapproche pratiquement des 100 ans en durée de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. En Europe, en Suisse, en Suède et même au Japon, il y a quelques réacteurs qui ont des autorisations de fonctionnement jusqu'à 60 ans. Là, on voit que, enfin, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, mais on voit que les modalités réglementaires varient d'un pays à l'autre, dépendent justement de l'autorité de sûreté locale. Par exemple, aux États-Unis, bien, ce n'est pas la durée de fonctionnement n'est pas fixée tous les 10 ans, mais elle est fixée tous les 20 ans. Ici, un calendrier. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette diapositive. Simplement, ça vous donne le calendrier justement des différentes visites décennales sur les 900, sur les 1300, 900 en bleu, 1300 en vert et 1450 ce qu'on appelle les N4 en rouge. Vous voyez que cela nous emmène déjà à des dates qui vont être de l'ordre de 2060, 2070, 2080. Donc, il faut être conscient que les réacteurs, le parc de réacteurs qui fonctionne actuellement, eh bien, on va le connaître et il va être bénéfique encore pendant un grand nombre d'années. Un deuxième point sur cette diapositive, c'est justement le cadre d'anticipation pour EDF. Il y a déjà des points de rendez-vous entre EDF et donc EDF, l'exploitant, et les autorités de sûreté et l'autorité de sûreté, l'ASN, pour justement commencer à définir les points qui vont être à débloquer pour pouvoir poursuivre le fonctionnement des réacteurs au-delà de 60 ans. Vous voyez que il y a de grands chantiers en cours dans ce grand carénage. Là, vous voyez que ça touche absolument tous les systèmes d'un site nucléaire. Par exemple, vous voyez on va pouvoir remplacer des corps d'échange pour les aéroréfrigérants. On va rénover, moderniser le contrôle commande. On va, dans les salles machines, on va pouvoir rénover soit les turbines, soit le condenseur, soit le stateur de l'alternateur. Et puis, dans le bloc réacteur lui-même, eh bien, on va, par exemple, pouvoir remplacer des générateurs de vapeur. Donc, c'est ces grands composants qui sont en orange ici. Donc, vous voyez que ce grand carénage, c'est vraiment beaucoup des rénovations de beaucoup de composants.
Il faut savoir que suite à l'accident de Fukushima, il y a eu des modifications qui ont été faites spécifiquement pour répondre aux agressions externes, hein, puisque Fukushima, c'était un tsunami, hein, qui a fait 20 000 morts, et puis donc qui a arrêté trois réacteurs nucléaires donc, au Japon. Là, en France, par exemple, on a mis en service ce qu'on appelle les DUS. Ce sont des diesels d'ultime secours qui vont justement pouvoir résister à des agressions externes. Un peu. Ce sont des véritables blocos, hein, qui résistent à des agressions externes. L'autre point, ce qui a été mis en œuvre également, c'est la force d'action rapide nucléaire. C'est une force qui, en cas d'un accident sur un site français, elle est capable d'intervenir en moins de 24 heures sur un site qui est très endommagé. Alors, il y a des moyens très importants, hein, des moyens héliportés, et on installe un centre de crise très proche du site accidenté, et on peut intervenir d'une manière très, très efficace sur le site accidenté. Donc cela, c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose de quasi unique, hein, au niveau mondial. Euh, je voudrais souligner le fait que pour EDF, ces VD4 sont un véritable challenge parce que, comme vous l'avez vu, hein, on demande l'autorité de sûreté est encore plus sévère que pour les visites décennales précédentes. Et donc là, les volumes d'activité sont bien plus importants. En gros, les volumes de conception sont multipliés par 3 et les volumes de travaux, c'est-à-dire, sont en gros multipliés par 6. Donc, on va avoir des arrêts pour ces décennales, ces visites décennales, ces VD4, qui vont être très importants et qui vont occuper beaucoup l'exploitant. Juste pour vous, ce sont des exemples, hein. Sur l'image du centre, vous avez un remplacement d'un générateur de vapeur. Alors vous voyez que c'est quand même quelque chose, c'est un composant important, hein, qui fait de l'ordre de 150 à 200 tonnes. Et donc c'est vraiment une opération qui est très importante. À gauche, sur l'image de gauche, on voit les DUS, les fameux bâtiments de diesel d'ultime secours. Vous voyez que ce sont des bâtiments qui sont énormes, ce sont des véritables blocos et qui permettent de résister à des inondations, à des agressions, quelles qu'elles soient. Sur la droite, vous avez un remplacement de coude du cœur, de coude d'entrée du cœur. Ce sont des tubes qui font plus d'1 mètre de diamètre et c'est vraiment très impressionnant aussi. Toujours pour rester sur le parc nucléaire existant, ces dernières années, EDF a connu un problème un peu générique de corrosion sous contrainte qui a affecté les circuits de secours. Là, pratiquement EDF est pratiquement sorti. Il y a eu un programme de réparation, hein, qui est sur la fin aujourd'hui, on peut dire. Et il faut voir que ce problème de corrosion sous contrainte a affecté la production, puisqu'en 2022, on est tombé à 279 TWh en production annuelle. On est remonté en 2023 à 320 TWh en 2023. Et vous voyez qu'en 2024, eh bien, on a retrouvé pratiquement le niveau correct de 340 à 360 TWh, donc un niveau de fonctionnement normal du parc nucléaire. Donc là, on peut vraiment féliciter EDF pour le travail très important qui a été fait et pour résoudre ce problème générique de corrosion et c'est EDF qui lui-même a pris la décision d'arrêter certains réacteurs en 2022 et 2023 sans attendre l'injonction de l'autorité de sûreté nucléaire. Je passe sur cette diapo pour gagner un peu de temps.
Je passe maintenant au troisième volet qui est le nouveau nucléaire, c'est-à-dire là je vais attaquer donc tous les projets à court terme d'EDF. Alors bien sûr il y a le réacteur, l'offre de 6 réacteurs en France, hein, les 3 paires de réacteurs EPR2. Il y a le réacteur EPR 1200 qui est un réacteur qui va être surtout pour l'export, j'en parlerai très très peu. Et puis, il y a comme troisième projet dans ce nouveau nucléaire, le réacteur SMR Neward, qui est un petit donc, réacteur modulaire. Je vous rappelle que bon, EDF a également des réacteurs, des projets d'offres à l'étranger, mais je veux très peu aborder ce sujet-là aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'y répondrai éventuellement, mais je squeeze ce volet de réacteurs à l'export. Alors, ce nouveau réacteur, ce réacteur EPR2, donc c'est la suite donc vous savez que l'EPR de Flamanville enfin fini sa construction, il a enfin démarré et compte tenu des déboires de construction qu'il y a eu sur ce premier réacteur Flamanville en France, EDF a mis en place, a, a conçu un nouveau projet, c'est l'EPR2. L'EPR2, bon, c'est un EPR amélioré qui tient compte, qui a tous les atouts de l'EPR au niveau puissance, au niveau de sûreté, au niveau performance environnementale. Il intègre complètement le retour d'expérience. Alors, retour d'expérience en France, de Flamanville 3, mais également retour d'expérience des constructions à l'étranger, au Kilowatt et les réacteurs chinois. Il est conçu, le réacteur EPR2 est conçu pour être exploité dans un mix à forte composante en énergie renouvelable. Et cela, parce que on sent bien, on pressent que, de toute façon, dans le futur, il va falloir justement que les énergies renouvelables puissent être, comme elles sont intermittentes, il faut absolument que les réacteurs pilotables puissent suivre ces variations de puissance. Enfin, on va construire ce réacteur-là, il va y avoir un effet de série puisqu'on va construire 3 paires de réacteurs et on va bien sûr bénéficier là de l'effet de série qui peut être très important. Alors, il faut savoir que suite au déboire de Flamanville, hein, puisqu'on a mis presque 13-14 ans à construire, à pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville, le PR de Flamanville, il faut savoir qu'un plan Excel a été mis en place par EDF dès 2020 pour justement retrouver un niveau de réalisation et de qualité correcte. Cela donc touche plusieurs volets, la fabrication et la construction, la supply chain, la standardisation de la qualité des composants, la gouvernance, donc c'est l'état de l'art, donc le meilleur état de l'art au moment où on va construire, et puis surtout une montée en compétence de la filière. Et il faut voir également qu'on va également avoir un plan soudage qui est très important puisque, juste en aparté, sur EPR, il y avait des problèmes donc de soudure, des problèmes sur les bétons, donc je ne reviens pas là-dessus. Alors ce plan se décline en 30 engagements qui sont pratiquement tous pratiquement remplis aujourd'hui. Et il faut bien voir que là, EDF, dès le projet EPR2, a impliqué directement dans le projet, dès le début, les entreprises.
Donc ça, c'est très important parce que, évidemment, les entreprises sont partie prenante dans ce réacteur EPR2. Les leviers d'optimisation de ce réacteur EPR2. Bon, comme je viens de le dire déjà précédemment, on s'appuie grandement sur le retour d'expérience, aussi bien de Flamanville que sur les autres Kokiluoto ou les réacteurs chinois. On s'appuie, on a essayé de simplifier la conception, le design de conception. Pour cela, on a standardisé les équipements. Par juste un exemple, on a réduit de plus de moitié le nombre de vannes différentes qu'il y avait sur le PR à l'origine. On renforce la préfabrication en usine. Ça, c'est très important. Ça permet donc d'avoir une durée de construction plus courte sur site. On associe, ça je viens de vous le dire, les entreprises de la filière dès la conception. Et puis, on a comment digitalisé, on a comment on appelle ça, un jumeau digital de ce réacteur qui permet dès que l'on touche à une pièce quelque part, de pouvoir l'intégrer directement dans l'ensemble. Ici, je vous présente le planning provisionnel des 3 paires de PR2 qui sont prévus en construction sur le sol français. Donc vous voyez que donc, les 3 sites retenus, vous le savez maintenant, sont Penly, Gravelines et Bugey. Nous sommes en ce moment donc en 2024 pour Penly, donc pour la première paire de réacteurs, nous avons terminé, le EDF a terminé la phase de débat public et on a en cours d'enquête publique actuellement. Donc, vous voyez que là, il y a tout le déroulé avec les travaux. On prévoit donc un premier béton en 2027 pour cette paire de réacteurs à Penly, avec une mise en service qui serait autour de 2035-2036. La paire de réacteurs de Gravelines va être construite avec un décalage en gros de 2 ans, et celle de Bugey, donc la paire de Bugey, va être construite avec un décalage en gros de 4 ans. Donc vous voyez qu'on a des mises en service qui sont échelonnées. Juste pour vous, ça c'est une vue futuriste, puisque on est sur le site, c'est une photo du site de Penly, où là vous avez les 2 réacteurs en fonctionnement, Penly 1 et Penly 2, et une vue futuriste de l'emplacement des 2 réacteurs EPR2 qui vont être construits juste à côté. Donc là, on est donc sur le site de Penly. Et là, donc, il y a de nouveau le déroulé de construction un peu plus précis. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce planning puisque ça rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment. Bon, le débat public, effectivement, les phases de débat public, c'est toujours quelque chose de très long. Si vous avez des questions là-dessus, j'y reviendrai, mais je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. L'EPR 1200, donc c'est un EPR qui ne fait que 1200 mégawatts. En fait, sa principale différence, c'est que l'on va avoir 3 boucles au lieu de 4. Et donc, on passe donc de 700 mégawatts à, en gros, 1200 mégawatts électriques. Le reste, le bâtiment est pratiquement identique. On a simplement 3 boucles au lieu 3 GV au lieu d'en avoir 4. Voilà. Je passe donc directement maintenant
au SMR, mais au SMR Neward. L'intérêt du SMR, des petits réacteurs modulaires, c'est d'abord qu'ils ont une puissance plus faible, donc qui permettent d'avoir, par exemple, des systèmes de passifs de sûreté. Le réacteur modulaire est modulaire parce qu'on va construire la plupart des pièces, des modules en usine. Et tout va être donc ensuite transporté et va donc réduire notablement la durée de construction. Enfin, on va avoir comment dire, un investissement modéré pour le premier réacteur, puisqu'il est de puissance quand même abordable. Et il s'intègre facilement dans le réseau. Alors, ce réacteur SMR Neward, là, donc c'est EDF qui pilote cela. Vous voyez que c'est un réacteur qui est complètement intégré. On voit qu'il y a le bloc réacteur avec le cœur qui est surmonté directement par les générateurs de vapeur au-dessus. Ce réacteur est dans une enceinte métallique et cette enceinte métallique est baignée, est sous eau, donc dans une piscine. Donc là, le réacteur Newart, c'est 2 réacteurs de 170 mégawatts électriques qui sont côte à côte et qui bénéficient d'une piscine commune de stockage et de manutention. Le planning pour EDF, pour ce Neward, c'est en gros, alors vous savez que je voudrais vous préciser que il n'y a pas que EDF, hein, il y a d'autres sociétés, parties prenantes dans ce Neward, en particulier le CEA, Revenir sur cette réforme, c'est Technicatom, mettre en péril toutes les mesures de justice sociale. Pourtant, j'ai cru comprendre que vous étiez très associés les uns et les autres, mais là, j'avoue qu'il y a un petit peu d'incohérence et ça entraînerait immanquablement une faillite totale et complète. Bien, ce réacteur Neward bénéficie d'un soutien du gouvernement de 50 millions d'euros en 2020 et 50 millions d'euros en 2021. Et ça, c'est dans le cadre de France Relance. Alors, il faut bien voir que dès aujourd'hui, EDF a tenu à ce que ce réacteur Neward, on fasse une préévaluation par 3 autorités de sûreté au niveau européen. Alors, il y a la France qui est partie prenante dans cette préévaluation, la Finlande et la République tchèque. Et vous voyez que donc ceci va favoriser bien sûr la collaboration internationale et le licensing au niveau européen. Et on crée donc, on essaye d'accélérer un peu les conditions de licensing européen pour ce petit réacteur Neward. Bon, je passe là-dessus et je vais passer au volet suivant qui est la recherche et le développement, qui concerne la recherche et le développement des réacteurs nucléaires, en particulier les réacteurs, on va appeler ça les réacteurs de 4e génération. L'EPR, c'est un réacteur de 3e génération. Eh bien, on est en train d'étudier en recherche et développement des réacteurs de 4e génération. C'est tout le travail qui a été fait par Génération 4. Et je vais bien sûr aborder maintenant le problème des petits réacteurs innovants, c'est-à-dire des Small Modular Reactors. Génération 4, les objectifs de Génération 4 remontent aux années 2000. Hein. C'est quelque chose qui a vu le jour en 2000. Donc on voulait absolument progresser. Donc au niveau compétitivité économique, mais également au niveau sûreté. Donc cela, c'est tout à fait classique. Par contre, on voulait également élargir ces exigences à
pour essayer d'économiser au maximum les ressources et minimiser au maximum les déchets qui sont faits. Donc, bon, le dernier volet, résistance à la prolifération, ça, c'est quelque chose qui est absolument continu pour tous les réacteurs. On voit que là, dès 2020, on commençait déjà à parler de nouvelles applications, production d'hydrogène, production d'eau potable, dessalination, production de chaleur. Donc, vous voyez que tout cela, c'est pas nouveau. Et on prévoyait de développer des systèmes à l'horizon 2040. Les membres du Forum international Génération 4, ce qu'on appelle le GIF, eh bien, c'est pratiquement le monde, hein. Ce sont tous les pays qui étaient nucléarisés à cette époque-là. Donc, vous voyez qu'il y a bien sûr les États-Unis, le Japon, mais il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, la Russie, le Brésil. Donc, et nous, on intervient en tant qu'Union européenne. Donc là, l'idée était de pouvoir travailler sur des nouveaux concepts de réacteurs et d'internationaliser la recherche et le développement. Ce GIF a sorti six concepts innovants, 3 concepts de réacteurs rapides, je vais passer assez vite là-dessus, qui permettent de fermer le cycle, ça c'est important de le souligner, un réacteur à très haute température, ce qu'on appelle le VHTR, un réacteur à eau supercritique et un réacteur à combustible fondu, un réacteur dont le combustible est fondu et qui est un réacteur, ce qu'on appelle un réacteur à sel fondu, réacteur RSF. Donc là, vous voyez que 6 concepts, et cela, ces concepts ont été étudiés depuis les années 2020. Donc, depuis, bien sûr, on a introduit la notion de petit réacteur nucléaire, mais il faut bien voir que la France aujourd'hui maîtrise correctement 2 technologies. Ce sont les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Seuls les réacteurs à neutrons rapides permettent de fermer complètement le cycle. Ça, c'est très, très important à souligner. Je ne m'appesantirai pas plus là-dessus. Ce que l'on voit pour les réacteurs, donc les petits réacteurs modulaires, les Small Modular Reactors, on voit qu'il y a en gros, on les classe en 3 catégories. Les puissances de l'ordre de entre 200 et 400 mégawatts électriques, qui vont être intégrés sur les réseaux électriques existants. Et ça, c'est principalement le remplacement de centrales au charbon. Des centrales de puissance plus modeste, donc de l'ordre de la centaine de mégawatts électriques. Et là, on va s'orienter déjà pour des usages chaleur ou électriques. Et là, c'est pour principalement des industriels intensifs en énergie qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Et puis, il y a un dernier volet de micro-réacteurs de quelques mégawatts électriques et qui là vont justement, qui seront hors réseau électrique et qui seront sur des îles ou des communautés isolées. Il faut voir que ces réacteurs, ces petits réacteurs, là, on a un facteur il y a des technologies très différentes, hein, je viens de vous le montrer. Il y a bien sûr les réacteurs à eau pressurisée, les réacteurs à eau bouillante, donc ça c'est du classique, mais on attaque bien sûr la 4e génération, c'est-à-dire des réacteurs rapides, soit refroidis au sodium, soit refroidis au plomb, des réacteurs à sel fondu, des réacteurs à haute température. Donc vous voyez que là, il y a tout un panel de conception de réacteurs. Et vous voyez que dans le monde, d'ailleurs, il y a presque aujourd'hui 600 projets de ces réacteurs, de ces petits réacteurs modulaires. Alors,
Il faut bien voir que ces petits réacteurs modulaires, ces SMR, vont répondre à des besoins industriels, puisqu'il va falloir augmenter les besoins en énergie vont augmenter, et surtout, on va ne plus utiliser de pétrole. Eh bien, il va falloir absolument qu'on augmente, donc on diversifie le champ d'application de cette énergie nucléaire. Donc, là, ça va servir, bien sûr, on va pouvoir remplacer, avec ces petits réacteurs nucléaires, on va pouvoir remplacer des centrales à charbon. Ça, ça va être le plus gros du morceau, je dirais. On va pouvoir alimenter en électricité des complexes industriels. Ça, c'est principalement dans les secteurs sidérurgie, pétrochimie, métallurgie. Mais on va également avoir des besoins industriels de chaleur décarbonée pour des industries beaucoup plus spécifiques et qui ont besoin de niveaux de température différentes. Par exemple, dans les aciéries et les cimenteries, on a besoin de réseaux de chaleur de chaleur supérieure à 500 degrés. Pour d'autres secteurs, on aura besoin de températures de réacteurs halogènes de température plus modérée. Enfin, bien sûr, il y a une montée en puissance de production d'énergie décarbonée, l'hydrogène, les carburants de synthèse, et tout cela, bien sûr, ce sera fait via des réacteurs nucléaires, donc des petits réacteurs nucléaires. Enfin, on peut songer à du chauffage urbain également avec des petits réacteurs nucléaires. Ah, pardon. Donc, là, je me cantonne au niveau français. Il faut voir qu'il y a à peu près aujourd'hui une quinzaine de start-up, on appelle ça des start-up, hein, des programmes donc, de réacteurs innovants. Et cela, c'est quelque chose qui a vu le jour depuis uniquement que 2 ou 3 ans, c'est tout. Le France 2030, au niveau français, le programme France 2030 va soutenir, il va y avoir un soutien du gouvernement par le programme France 2030. Et déjà fin novembre 2023, on a retenu 11 projets. On verra sur une slide suivante ces 11 projets retenus. Il faut savoir donc au total, 130 millions d'euros ont été affectés pour ces projets, 28 pour le CEA, et donc il en reste en gros une centaine de millions d'euros pour ces 11 projets qui ont été retenus au niveau national. Voilà, ici je vous montre les candidats qui ont été retenus pour l'appel à projet des petits réacteurs, des réacteurs nouveaux innovants, nucléaires innovants. Vous voyez qu'il y en a 11, comme je viens de vous le dire, et il y a à peu près tous les concepts. Il y a un réacteur, une conception de réacteur à eau, c'est Calogena. Il y a 2 réacteurs dérivés des réacteurs haute température, Blue Capsule et JIMI, et il y a des réacteurs rapides, soit refroidis au plomb, soit refroidis au sodium. Et puis, il y a également 2 réacteurs, 2 projets sur des réacteurs de fusion. Je vous en dis pas plus là-dessus parce qu'il faudrait passer beaucoup de temps pour détailler un par un chacun de ces projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Le point le plus difficile, ça va être donc chacun cherche
à pouvoir construire un mini-réacteur à l'horizon 2030. Vous voyez que 2030, c'est vraiment très peu. Et la grosse difficulté là-dedans, ça va être justement d'avoir les autorisations de sûreté, des choses comme ça. Donc, il y a déjà certains lauréats retenus ont déjà pris contact avec les autorités de sûreté, mais cela va prendre certainement beaucoup de temps. Je porte maintenant le dernier volet qui concerne donc le nucléaire durable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a les réacteurs, notre parc nucléaire fonctionne avec trois types. Il y a trois types de combustibles chargés. Il y a l'uranium naturel qui est enrichi. Donc ça, ce sont les réacteurs qui sont en gris ici. Des réacteurs qui sont chargés en uranium de retraitement enrichi. Il n'y en a qu'un seul, c'est CRUAS. Et puis, il y a pas mal de réacteurs qui fonctionnent avec du combustible MOX, c'est-à-dire du combustible qui contient du plutonium. Et cela, c'est principalement les 900 MW. EDF est en train de regarder d'ailleurs de pouvoir moxer les réacteurs de 1300 MW relativement rapidement. Donc on voit que là, on a besoin donc d'uranium. Alors, la ressource uranium, c'est une ressource au niveau mondial, c'est Orano qui nous procure de notre uranium en France, mais il faut savoir que c'est une ressource qui est pratiquement, donc qui est répartie un petit peu partout dans le monde, pas tout à fait, pas très également. On voit que c'est principalement en Australie, au Kazakhstan, en Namibie et au Canada que l'on a donc les plus grosses productions d'uranium 200, d'uranium. Donc c'est là où on a le plus d'uranium, de mines d'uranium. Et vous voyez que pratiquement, le Kazakhstan a 46% de la production mondiale. C'était vrai, je crois, en 2023. En France, on a 5 fournisseurs. On retrouve le Kazakhstan, le Niger, l'Australie, l'Ouzbékistan, la Namibie. Vous voyez que tout cela est à peu près également réparti. Le Orano, donc, a pas beaucoup de moyens d'approvisionnement. Alors, on pourrait se dire, mais si on a un grand développement du nucléaire dans les décennies qui suivent, et c'est ce qui est prévu par beaucoup, eh bien, on risque d'avoir des problèmes de pénurie d'approvisionnement d'uranium dans les dernières décennies de ce siècle. Donc, on voit que nous, par exemple en France, on a de l'uranium importé, c'est ce que je viens de vous dire, hein, Kazakhstan, Niger, Canada, Ouzbékistan, Mongolie. On a des stocks stratégiques, ça c'est EDF qui a ces stocks-là. On a de l'uranium appauvri en très grande quantité, 324 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont issus de l'enrichissement des usines d'enrichissement. Et puis, on a également de l'uranium de retraitement. Donc, vous voyez qu'en France, on a quand même un bon matelas d'uranium plus ou moins enrichi. Alors, pourquoi aujourd'hui on utilise cet uranium dans des réacteurs à neutrons thermiques, dans des REP, réacteurs à eau pressurisée? Malheureusement, dans un REP, on n'utilise que 1%
moins de 1% de l'uranium naturel. Donc, il y a 99% de cet uranium qui ne sert à rien, qui est principalement de l'uranium 238. Les réacteurs à neutrons rapides permettent d'utiliser beaucoup plus efficacement le combustible et pratiquement utilisent 100% de la matière. Elle utilise l'uranium 238 et le plutonium. Donc, il faut bien voir qu'un réacteur, donc, un réacteur surgénérateur, alors là, je vais essayer d'aller vite, hein, parce que un réacteur rapide peut être surgénérateur. Alors ça, c'est une notion qui est relativement facile à expliquer. C'est comme si vous preniez une voiture, vous mettez 30 litres d'essence dedans, et que après avoir usé ces 30 litres d'essence, vous en récupériez 31 litres à la fin. Eh bien, dans les rapides, on va produire plus de plutonium que l'on va en consommer. Donc, c'est vraiment un type de réacteur qui est vraiment, on appelle ça un réacteur surgénérateur. Donc, avec ce type de réacteur, eh bien, on va pouvoir utiliser tout l'uranium appauvri, tout le plutonium, et on va pouvoir donc disposer de combustible pour des milliers d'années. Donc on voit qu'on change complètement la donne. Si on reste en réacteur thermique, on va avoir une durée de fonctionnement qui est une utilisation de cet uranium qui va peut-être se tarir à la fin de ce siècle, ou au moins au début du siècle suivant. Par contre, si on passe en flux rapide, eh bien, on va pouvoir fonctionner sur des milliers d'années. Alors, il faut savoir que nous, en France, ces réacteurs présentent deux gros avantages. D'abord, on les connaît bien. Ils ont un fonctionnement souple qui peut être surgénérateur, encore une fois. Et surtout, ils produisent moins de déchets radioactifs, et en particulier moins d'actinides mineurs qui sont des déchets qui ont une radiotoxicité importante à long terme. Donc au niveau français, on a vraiment tous les atouts pour se lancer dans un programme volontariste de réacteurs rapides. On maîtrise la technologie des réacteurs, on a eu Rhapsody, on a eu Phoenix, on a eu Super Phoenix. On a eu une expérience unique de retraitement de ces combustibles usés, avec recyclage du plutonium. Il faut savoir que, par exemple, dans Phoenix, on a recyclé 5 fois du plutonium dans le réacteur. Et puis, on a donc ce stock sur le sol, donc sur le sol franco-français, on a un stock de plutonium et d'uranium suffisant pour faire fonctionner ce type de réacteur pendant plusieurs milliers d'années. Donc, on voit que là, on a vraiment beaucoup d'intérêt à passer en réacteur à neutrons rapides. Bien, je vais conclure maintenant. Vous avez vu que le nucléaire va constituer dans les décennies à venir un pilier primordial pour la transition énergétique, et c'est ce qui va nous permettre d'assurer notre souveraineté énergétique à long terme. Il y a une relance du nucléaire dans le monde, en Europe, mais également en France, on l'a vu. La contribution, alors, il faut bien voir que le nucléaire ne va pas uniquement produire de l'électricité, mais il va y avoir une contribution importante au niveau de la chaleur urbaine ou chaleur industrielle. Et ça sera principalement la niche des petits réacteurs. Au niveau mondial, l'opinion favorable au nucléaire est remontée. Hein, c'est plus de 7 points au niveau mondial en 2023, je crois. Il faut une volonté donc politique affirmée, hein, pour cela.
On voit que les rapports SNBC3 et PPE3 sont entérinés, donc c'est vraiment très important ce qui va se passer dans les mois à venir sur ce volet plan de PPE et SNBC. Enfin, et je veux terminer absolument là-dessus, il serait nécessaire de reprendre un programme structuré de recherche et de développement des réacteurs et avec une décision de manière à pouvoir fermer le cycle correctement. Et pour cela, il faudrait avoir une décision de construire un démonstrateur à l'horizon 2050. Mais ça, ça dépend bien sûr du gouvernement. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions.